Profitez de l'histoire suivante. Lors d'un rassemblement amical, le mari évoquait son union passée et affirmait que si sa compagne d'autrefois franchissait soudainement le seuil, ils continueraient leur histoire comme si le temps s'était figé. Il s'était arrêté. Mon mari, 37 ans, a été marié une fois avant moi. Elle était son amour de lycée. Ils ont commencé à sortir ensemble en junior, ont survécu à la distance pendant l'université, et se sont mariés tous les deux à 23 ans, peu de temps après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Elle est décédée de manière inattendue à l'âge de 26 ans, d'une anévrisme, et cela l'a évidemment dévastée, surtout qu'ils étaient très jeunes. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Il a envisagé de se remarier car il était tellement désespéré, mais finalement, nous nous sommes rencontrés environ 4 ans après cela. Nous nous sommes mariés quand j'avais 31 ans et lui 34 ans, et nous avons 2 enfants. Hier soir, nous étions à une soirée potluck chez des amis. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un de nos amis aborde un nouveau sujet qui concernait les relations. Elle venait de divorcer, alors il s'agissait de son divorce. D'autres intervenaient avec des anecdotes de relations passées du lycée, de l'université, etc. J'ai dit que je n'avais jamais pensé me marier car ma chance avec les hommes a toujours été terrible jusqu'à ce que je rencontre mon mari, et que je me sentais très chanceuse de l'avoir rencontré. Après un moment, mon mari a évoqué sa défunte épouse. Tout le monde sait qu'il était marié avant moi et qu'elle est décédée. Il parlait d'elle, puis a lâché une bombe en disant que si elle entrait par cette porte maintenant, il reprendrait là où ils se sont arrêtés si je suis honnête. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait mis mon cœur dans un mixeur et m'avait frappé le ventre aussi fort qu'il le pouvait. Tout le monde dans la pièce a senti l'embarras qui a suivi. Pour éviter de faire un scandale, j'ai simplement ri malgré le fait que je pense que c'était toujours évident que cela me blessait. J'ai simplement ressenti que s'il ressentait toujours cela, alors pourquoi sommes-nous mariés ? Je ne lui ai jamais demandé d'oublier son épouse. Je n'ai jamais eu de conjoint décédé, ni même de partenaire décédé, donc je ne sais pas ce que cela fait. Mais je ne dirai jamais ça. Devant mon nouveau conjoint. Après la réunion, nous sommes partis et je ne lui ai pas adressé la parole pendant tout le trajet en voiture pour rentrer chez nous, ou à peine durant toute la nuit. Je lui ai dit que ce qu'il avait dit m'avait profondément blessée et que nous pourrions parler le matin une fois que je me serais calmée, car je ne voulais pas lui dire quelque chose de méchant. J'ai fini par dormir sur le canapé car il ne voulait pas me laisser tranquille. C'est maintenant le lendemain matin et j'ai à peine dormi. Il dort encore. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que je vais dire ou de ce qu'il dira ensuite. Cela risque d'être long. J'ai également essayé de répondre à autant de commentaires que possible, mais ils affluaient et j'étais un peu submergée. Je vais peut-être essayer de les lire et d'y répondre. Beaucoup m'ont fait verser des larmes de joie et de gratitude. En outre, l'alcool n'était pas en jeu dans le sens où il n'était pas saoul. Mon mari mesure 6 pieds 3 pouces et pèse presque 250 livres. Il avait beaucoup mangé et avait bu une bière. Il était pratiquement sobre de toute façon. Nous avons parlé. Je lui ai demandé de me laisser commencer et de ne pas m'interrompre. Il n'interrompt généralement pas de toute façon. Ce n'est pas une retranscription mot pour mot. Juste un schéma général de comment les choses se sont passées. J'ai également inclus des points soulevés par certains d'entre vous. Sans mentionner que j'ai posté à ce sujet bien sûr. Pour ma part, je veux juste dire que je ne te déteste pas pour ce que tu as dit. Je comprends d'où tu viens. Elle est décédée et c'était quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Je ne pourrais jamais te demander d'oublier ou de laisser tomber car je sais combien tu l'aimais. Elle était ton premier amour. Je comprends que si elle n'était pas décédée, nous ne serions probablement pas ensemble et vous seriez probablement ensemble. J'ai toujours compris cela. Mais dire ce que tu as dit m'a blessée et m'a embarrassée. Et même si son retour d'entre les morts est impossible, tu me quitterais, ainsi que les enfants ? C'était probablement l'une des pires choses que quelqu'un m'ait jamais dites. Il est clair que tes sentiments pour elle sont encore frais et que ça te fait mal, et je veux que tu suives une thérapie et que nous suivions une thérapie de couple très très bientôt. Il a ensuite présenté des excuses profuses. Les larmes aux yeux, il a dit qu'il n'avait pas voulu me blesser ni m'humilier devant nos amis. En gros, il a expliqué qu'il y avait réfléchi avant de s'endormir et qu'il en était venu à la conclusion qu'il aurait dû garder tout cela pour lui. Je veux dire, je ne peux pas lui en vouloir de ce qu'il pense.
Il l'aimait et elle est décédée. Ses sentiments sont aussi légitimes ici. Il a également affirmé qu'il ne me quitterait jamais, ni les enfants, et que ce qu'il avait dit était juste une affirmation mal réfléchie et mal formulée. Qu'il n'était pas dans son état normal de réflexion et qu'au moment où il l'avait dit, il avait immédiatement ressenti que cela avait peut-être été mal interprété. Je lui ai demandé ce qu'il ressentirait si je lui disais la même chose. Il répond oui, c'est mal. Je le sais. Je n'aurais pas dû dire ça. Je ne serais pas content. Je sais que tu n'es pas contente. J'aurais dû présenter des excuses devant tout le monde dès que je l'ai dit, ou ne pas le dire du tout. Puis je lui ai demandé de penser aux enfants et lui ai dit que c'était comme s'il disait « Et, prénom des enfants, si ma défunte femme passait la porte, je bouclerais mes valises et ne vous adresserais plus jamais la parole, et là ça s'est vraiment mal passé. » Après un silence, je ne savais plus quoi dire. Il m'a demandé si je voulais divorcer. Alors je lui ai demandé pourquoi il pensait que je voudrais divorcer, juste pour voir ce qu'il dirait. Il a dit qu'il ne savait pas. Je n'ai pas répondu à sa question, et j'ai dit que nous devions envisager une thérapie. Qu'il devait suivre une thérapie pour lui-même et que nous irions en thérapie de couple. Et si la réponse est non, je ne suis pas intéressée à aller de l'avant. Ce n'est plus à 100% à propos du commentaire maintenant. J'ai besoin de savoir s'il est prêt à faire les changements nécessaires et à travailler pour réparer ce qu'il a brisé. Parce que si tu négliges mes sentiments ou ne veux pas de thérapie, cela signifie qu'il ne considère pas cela comme sérieux et qu'il ne me prend peut-être pas au sérieux. Je lui ai également dit cela. Certains commentaires m'ont aussi suggéré d'emmener les enfants ailleurs. J'ai été d'accord avec cela car ce serait difficile de surmonter tout cela tout en élevant des enfants. Ma très jeune fille et mon fils qui est encore un bambin. Ils sont actuellement avec mes parents pour le week-end et je les récupérerai dimanche soir, donc cela nous laisse du temps pour vraiment travailler. Il a suggéré qu'ils dorment sur le canapé au lieu de moi. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je n'ai rien dit à mes parents car j'aimerais vraiment que cela reste entre lui et moi autant que possible. La famille et les amis ont tendance à juger trop rapidement et parfois à offrir des conseils extrêmes et nuisibles, ce qui est aussi gênant. Heureusement, nous avons tous les deux une très bonne assurance qui aidera pour le counseling. Je lui ai dit qu'il semblait que le counseling qu'il avait reçu après sa mort n'était pas suffisant et qu'il n'avait pas été assez assidu, comme il aurait dû l'être. Avec un traumatisme comme celui-là, j'aurais personnellement suivi une thérapie pendant des années avant même de considérer me remarier. Il était d'accord. Il n'y était resté qu'environ 1 an, puis avait arrêté une fois qu'il avait déménagé de sa ville natale. Il n'y est jamais retourné. Il a également accepté le counseling individuel et en couple. Il ne cessait de s'excuser. Il me répétait qu'il m'aimait toute la journée. Il était aussi si difficile d'être près de lui parce qu'il ne faisait que me regarder. Je n'arrivais pas à réfléchir. Il semblait vouloir dire quelque chose, puis il se contentait de me fixer sans rien dire. Avec les enfants partis, il n'y avait pas grand-chose à faire à part discuter, donc nous avons encore parlé juste avant le dîner. Il m'a demandé si je voulais qu'il cuisine ou achète quelque chose. Pour être honnête, je n'avais toujours pas faim. Je lui ai simplement dit qu'il pouvait se prendre quelque chose pour lui et que je n'avais pas faim, ce qui a déclenché une seconde discussion. Il s'est rendu compte qu'il devait se sentir très mal car il a remarqué que je n'avais pas beaucoup mangé de la journée. Il n'arrêtait pas de me demander de manger. Je n'étais pas trop boudeuse ou quoi que ce soit. Je faisais juste mes tâches habituelles, mais je ne parlais pas beaucoup et je ne mangeais pas autant et comme nous sommes ensemble à la maison toute la journée, il a remarqué cela. Il m'a demandé encore une fois de bien vouloir dîner avec lui, donc j'ai accepté. Pendant le dîner, il m'a dit qu'il avait cherché lui-même des conseillers et voulait que je voie s'ils étaient. Il semble que le texte ne soit pas complet, mais voici la traduction en français. Ok, ça suffit et il a dit qu'il continuerait de chercher. Dernière ligne droite. Après tout ça, je lui ai dit que nous ne pouvons pas vraiment prédire quoi que ce soit avant d'avoir rencontré des thérapeutes. Je ne veux pas qu'il continue de s'excuser. Je veux du travail et du changement. Et ensuite, peut-être pourrons-nous avancer, mais c'est la première étape. Je ne veux pas simplement le quitter. Je ne dis pas non plus que le divorce est exclu. Je pense qu'il souffre encore de la mort de son ex et son jugement est très altéré. S'il ne m'aimait pas, je doute qu'il se serait autant excusé et aurait cherché des conseillers par lui-même.
Un homme qui ne m'aime pas aurait probablement cherché à me faire partir ou aurait refusé d'y aller du tout. Beaucoup de gens le suggéraient, je ne pense pas qu'il ne m'aime pas. J'y ai pensé moi-même. J'en ai pleuré. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pleuré encore. Je ne reste pas pour les enfants, je reste parce que je veux au moins essayer de réparer. Si ce n'est pas réparable, alors au moins j'aurais essayé. Nous étions aussi très proches. Certains demandaient à quel point nous étions proches avant le mariage, je suppose pour essayer de comparer leur relation et notre relation. Peut-être pour voir s'il s'est contenté ? Il a toujours été très romantique, attentionné et doux avec moi. Nous ne nous sommes jamais criés dessus. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il planifiait des rendez-vous, me faisait des surprises, me vantait à ses amis. C'est pourquoi je suis très confuse quant à la raison pour laquelle il a dit ça. À moins que ce ne soit simplement un très mauvais fonctionnement entre son cerveau et sa bouche. Je lui ai aussi dit que je pourrais consulter un thérapeute pour moi-même. Je ne pense pas en avoir besoin. Quelqu'un l'a suggéré. Mais je pense qu'il en a plus besoin que moi. Et comme les compagnies d'assurance sont de plus en plus mauvaises chaque année, 3 factures de thérapie, ça commence à faire beaucoup. Hey, si j'en vois un, c'est parce que je ne veux pas risquer de lui en vouloir ou de douter de moi-même. Certains essayaient de me faire douter de moi. Certains dans les commentaires ont été très méchants avec moi. J'apprécie que Reddit cache les commentaires avec de nombreux votes négatifs car ils peuvent être méchants, mais je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer. Certains d'entre vous, ils sont des individus très méchants et j'espère que vous trouverez le bonheur un jour. Il pourrait y avoir une autre mise à jour à l'avenir. Pas opposé à en faire une. Merci à tous pour vos gentils mots et votre soutien. J'ai également répondu à tout le monde qui m'a envoyé un SMS, c'était tout le monde là-bas au repas partage qui a mon numéro. 3 personnes, il y avait 9 personnes là-bas sans nous. Ils ont tous presque dit la même chose. Ils ne peuvent pas croire qu'il ait dit ça, ils se sentent mal pour moi, demandant si tout va bien. Ce qu'il a dit n'était pas bien, etc. Il m'a montré certains des textos avec lui et ses amis et certains m'ont fait pleurer tellement ils étaient gentils avec moi. En gros, lui disant qu'il n'avait pas nécessairement tort de penser cela, mais tort de le dire. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Et je ne l'ai jamais cessé de l'aimer, même une seconde. Et je n'étais pas en colère contre lui et je ne voulais pas qu'il souffre, je suppose, pour ce qu'il a dit. Mais j'étais juste blessée et j'avais besoin qu'il sache que ça m'avait blessée et qu'il réponde comme il le voyait à propos et nous irions de là. C'est tout pour le moment. J'ai essayé de répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées que j'ai vues. Encore désolé que ce soit si long. Passez un bon week-end à tous et merci encore. Prochaine histoire, ma colocataire m'a dit de sortir avec son amie puis est devenue jalouse et a rendu ma vie infernale. J'ai donc déménagé mais maintenant elle veut que je paye toutes nos dettes d'appartement. J'ai, 29 ans, loué un appartement avec mon amie Jess, 33 ans, d'octobre 2023 à octobre 2024. Nous étions très excités à l'idée de vivre ensemble et nous avons vraiment apprécié de vivre ensemble les premiers mois. Au cours de ces premiers mois, j'ai été présentée à un ami de Jess, H, 28 ans. Jess nous a dit qu'elle aimait vraiment notre amitié et elle nous a encouragés à sortir ensemble, disant que nous formerions un couple mignon. En mars 2024, j'ai revérifié avec Jess que c'était bon et j'ai commencé à sortir avec H. Cependant, presque immédiatement, cela est devenu un problème pour Jess. Peu importe combien H et moi priorisions passer du temps avec Jess un en donnant toute son attention, passant du temps en groupe et veillant toujours à planifier le moment où H viendrait à l'appartement pour convenir à Jess, cela a créé un énorme fossé dans notre amitié. Jess est diagnostiquée avec un trouble de la personnalité limite, alors H et moi avons fait de grands efforts pour écouter le thérapeute de Jess et suivre leurs conseils pour rendre la situation aussi facile que possible pour Jess. Cela n'a pas aidé. Jess est devenue extrêmement déprimée et imprévisible, et j'ai dû intervenir et la surveiller souvent. Chaque fois qu'H venait, même si c'était convenu, Jess faisait des crises de colère, nous criait dessus, claquait la porte ou partait de manière dramatique. Elle avait même des hallucinations et nous criait dessus en pleine nuit en nous accusant d'être trop bruyants, même si nous dormions vraiment ou regardions juste la télé. Cela m'a laissé avec un sentiment d'insécurité et d'inconfort dans mon appartement. En juin,
j'ai commencé à passer de plus en plus de temps chez mes parents ou chez H. Surtout les jours où je ne travaillais pas. J'ai quand même essayé de rester en contact avec Jess et d'aller la voir souvent, et je n'ai jamais cherché à la ridiculiser ou à la blâmer pour tout cela. Je comprends que ses traumatismes et sa santé mentale ne sont pas de sa faute. Je suis également handicapée, ce que Jess savait avant que nous emménagions ensemble. J'avais un emploi qui me convenait très bien et qui était extrêmement stable. Cependant, en août, j'ai eu un incident lié à mon handicap qui m'a laissé à l'hôpital pendant 3 semaines, et par la suite mes médecins m'ont dit que je n'étais plus en mesure de travailler du tout. J'ai donc mis fin à mon emploi et demandé une pension d'invalidité d'État et fédérale. J'ai utilisé mes économies pour payer le loyer en juillet et en août, mais je n'ai eu aucun revenu jusqu'à ce que l'invalidité soit accordée. J'ai dit à Jess en juillet que je ne reviendrai pas à l'appartement sauf pour déménager mes affaires, que je ferais de mon mieux pour payer mon loyer en septembre et octobre, mais que si je ne pouvais pas, j'accepterais la responsabilité de la dette à la fin de notre bail. Je connais suffisamment nos lois locales pour savoir je ne pourrais pas être expulsée avant la fin de notre bail même si je ne payais pas en raison de la durée du bail. Je suis restée en contact et je lui ai donné des nouvelles sur ma santé et le statut de mes revenus d'invalidité tout au long de cette période pour la tenir informée et m'assurer qu'elle ait toutes les informations que je possédais. Je lui ai dit en août que je ne renouvellerais pas le bail et en septembre j'ai donné mon intention de quitter l'appartement, 2 semaines avant la date prévue. Jess a décidé de ne pas partir et a plutôt essayé de trouver un nouveau colocataire pour un nouveau bail dans la même unité. Cependant, Jess n'a pas réussi à trouver un colocataire et a fini par devoir partir de toute façon, sans avoir donné de préavis adéquat. Je ne pouvais pas payer pour ces 2 mois, mes prestations d'État n'ont pas commencé avant novembre et j'attends toujours les prestations fédérales, donc lorsque notre bail a pris fin, je suis allée signer un contrat avec l'appartement pour libérer Jess de la dette. Mais j'ai découvert que la dette était bien plus élevée que ce que je devais. Je devais probablement $1 240 et le bureau a dit que la dette s'élevait à près de $3 600. L'appartement a imprimé un relevé de notre historique de paiement montrant que Jess n'avait jamais payé son loyer en octobre. De plus, l'appartement m'a informé que comme nous n'avions pas donné de préavis à temps, ils doubleraient notre dette. Ils ont dit que leurs avocats ont maintenant tous les documents et que je pourrais en discuter avec les avocats une fois qu'ils me contacteraient. D'ici là je ne peux rien faire d'autre. Ils pensent même que les avocats pourraient annuler les frais doublés en raison de mon statut d'invalidité mais je dois attendre que les avocats me contactent pour en être sûr. J'ai donc demandé à Jess de me rencontrer car je refuse de payer son loyer impayé, ni de payer la totalité de la dette doublée parce que c'est elle qui n'a pas tourné en préavis. Je lui ai dit que je travaillerais pour annuler les frais doublés mais que nous devions nous mettre d'accord sur les dettes de chacun. Et je lui ai dit que si elle les doublait encore, je travaillerais avec elle pour qu'elle ne se retrouve pas avec une énorme facture, mais je ne devrais pas être responsable de l'acquis. Quand nous nous sommes rencontrés, Jess m'a dit que je l'avais abandonnée et que je n'assumais aucune responsabilité, et que je devais payer l'intégralité de la facture parce que c'était de ma faute. Je lui ai dit que je me sentais responsable de ma seule dette et que je lui avais donné une communication suffisante tout au long de ces situations. Maintenant, elle me dit que je l'ai arnaquée et que je suis une mauvaise personne. J'admets, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai dit des choses que je regrette, notamment le fait de ne pas l'avoir abandonnée et qu'elle m'avait chassée de chez moi et que mon handicap rendait plus facile le fait de rester éloignée. Je ne pense pas que j'aurais dû dire cela, je sais que j'ai perdu le contrôle de moi-même à ce moment-là. Mes parents et mon partenaire me disent que je ne devrais payer que ma part de la dette et essayer d'annuler les frais doublés, mais si je ne peux pas les annuler, je ne devrais pas essayer de partager cette dette avec elle. Ils pensent qu'elle doit comprendre que ses actions ont des conséquences, mais je crains que le fait de lui imposer une facture de plusieurs milliers de dollars la ruine financièrement. Si je ne paie que le loyer que je lui devais, elle se retrouverait à devoir payer jusqu'à $5 000 si les frais doublés ne sont pas annulés. S'il vous plaît, aidez-moi. Ida, que devrais-je faire? Mise à jour 1, je vais ajouter certaines informations que j'ai dû répéter à plusieurs reprises dans les commentaires du précédent avant de nous plonger. 1. J'ai donné un préavis formel de départ par email directement à l'appartement 2 semaines avant la date limite du préavis. Je pensais l'avoir clairement indiqué dans le message initial, mais évidemment ce n'était pas le cas étant donné le nombre de personnes qui ont posé la question. 2. Je ne publie pas cette histoire comme un espace de haine ou de dénigrement envers les personnes atteintes de TPL. J'ai partagé le diagnostic de Jess pour le contexte,
mais si vous cherchez un endroit pour critiquer les gens, ne le faites pas ici. 3. Je n'ai toujours pas de prestations fédérales. Seulement des prestations de l'État, et mes prestations de l'État sont inférieures à 500 $ par mois. 4. J'ai ma propre équipe juridique à la fois pour ma demande de SSI-SSDI et séparément pour mes affaires avec l'appartement. Maintenant, passons à la mise à jour. La dernière fois que j'ai posté, j'attendais une communication de l'équipe juridique de l'appartement pour comprendre ce qui pourrait être. J'ai reçu une communication de leur société de gestion immobilière directement la semaine dernière. Ils m'ont fourni un relevé de la dette et des frais supplémentaires. J'ai travaillé avec mon équipe juridique et nous avons réussi à les convaincre de supprimer les frais doublés. Cependant, ils ont ajouté plusieurs frais de nettoyage, de remplacement de moquettes, de débarras, etc. Mes parents et moi sommes allés à l'appartement le dernier jour de notre bail et l'avons nettoyé très soigneusement, j'ai donc demandé des photographies de l'appartement à leur entrée. Il semblerait, d'après ces photographies, que Jess soit entrée dans l'unité après notre départ et l'ait sérieusement endommagée. Cela se serait produit avant même que j'essaie de lui parler de la répartition des dettes. J'ai passé en revue tout cela avec mes avocats et j'ai informé l'appartement de la part totale que je suis prêt à payer. Y compris mon loyer impayé, certains frais administratifs et quelques autres bricoles, cela représente environ 2600 $. Ils ont dit qu'ils comprenaient mais qu'ils n'avaient aucun moyen d'imposer qui paie quoi. J'ai dit que je comprenais parfaitement et que je travaillerais dans le cadre du système. Ils m'ont aidé à mettre en place un plan de paiement qui correspond à mes revenus minimes alors que je ne reçois que des prestations d'invalidité de l'État. J'ai envoyé par email à Jess le relevé que j'ai reçu, au cas où elle n'aurait pas été également informée, et j'ai détaillé article par article la part que je paierais. Et quel solde cela lui laisserait à la fin, environ 2500 $. Malheureusement, si elle refuse de payer, mes avocats m'ont conseillé de poursuivre l'affaire devant les tribunaux civils. Mais j'ai plus qu'assez d'antécédents documentés. C'est tout pour l'instant. Je vous tiendrai informé si quelque chose d'intéressant se produit. Mise à jour 2, cela fait plusieurs mois que le bail s'est officiellement terminé et j'ai pris des dispositions avec les avocats et le complexe d'appartements. Ils ont renoncé aux frais supplémentaires qu'ils essayaient initialement de nous facturer, mais ont ajouté d'autres frais parce que Jess a saccagé l'endroit. J'ai envoyé un email à Jess détaillant ce à quoi j'ai accepté de payer. La réponse initiale de Jess à ce email était « Merci pour la confiance ». Ce que je trouve maintenant hilarant avec le recul. J'ai bloqué Jess sur toutes les plateformes sauf par email et lui ai informé que nous ne serions en contact que si nécessaire. J'ai été en contact avec l'appartement et suis sur un plan de paiement. Je n'ai toujours pas été approuvé pour les avantages fédéraux et je reçois très peu d'allocations en espèces de l'État, mais j'utilise une petite partie chaque mois pour faire des paiements sur ma dette. Je reçois un reçu par email chaque mois avec la preuve de mes paiements. Je peux aussi me connecter à un portail et voir le montant de la dette encore due et combien a été remboursé. Il semblerait, jusqu'à présent, que Jess fasse aussi des paiements car la dette totale diminue plus que le montant que je paie, donc je suppose qu'elle est aussi sur un plan de paiement. Je n'avais pas vraiment prévu de faire une mise à jour car tout semblait se dérouler aussi bien que je pouvais l'espérer après tout ce qui s'est passé. Cependant, le mois dernier, j'ai reçu un email de Jess qui a montré à quel point elle était déconnectée de la réalité. Elle m'a envoyé un email en affirmant qu'elle avait remarqué que je ne l'avais pas contacté ni notre gestionnaire de cas au sujet des paiements. Elle m'a qualifié d'injoignable et a mentionné qu'il y avait cette énorme dette qui pesait sur sa tête depuis que je l'avais abandonnée. Je lui ai informé qu'elle pouvait voir les progrès des paiements effectués par nous deux sur le portail et je lui ai rappelé qu'elle pouvait me contacter par email pour toute chose liée à cette situation financière. Je ne sais pas, je pensais que vous pourriez trouver cela drôle et triste avec moi. À moins que les choses ne deviennent dramatiques, je doute que je mette à jour cette histoire à nouveau.